On va plus loin dans ce dossier avec Ludovic de Foucault. Bonsoir Ludovic. Bonsoir. Nicolas Sarkozy parle d'un jugement scandaleux parce qu'il estime que la justice lui donne raison. Très concrètement, comment on explique ce qui semble être un paradoxe? Oui, bien sûr, s'il a raison, pourquoi il va aller en prison? Mais lui, il estime que le jugement lui donne raison, en particulier sur 2 points. Le premier point, c'est sur le document Mediapart, qui est à l'origine de toute la procédure. Nicolas Sarkozy estime que le tribunal a solennellement déclaré que ce document était un faux. Et c'est vrai que cette fameuse note, publiée par le journal d'investigation Mediapart en avril 2012 et qui révélait un financement libyen, ou qui était plutôt censé révéler donc un financement libyen à hauteur de 50 millions d'euros de la campagne de Nicolas Sarkozy de 2007, n'a pas été retenue par les juges, et la présidente du tribunal a même estimé probable que ce document soit un faux. Voilà le premier point. Deuxième point, soulevé par Nicolas Sarkozy, il considère que le jugement reconnaît qu'aucun financement libyen n'a pu être trouvé dans sa campagne présidentielle de 2007. Donc là, ça mérite qu'on s'y arrête une seconde. C'est vrai que les juges n'ont pas suivi la lecture du parquet national financier, selon qui Nicolas Sarkozy était le bénéficiaire de corruption par le financement de sa campagne électorale par des fonds libyens. Donc, on vient de le mentionner avec notre journaliste sur place, Nicolas Sarkozy est relaxé des faits de recel de détournement de fonds publics libyens, de corruption passive et de financement illégal de campagne électorale. En fait, la justice a constaté que des flux d'argent sont effectivement partis de Libye, mais que les éléments de la procédure ne peuvent pas démontrer que ces fonds soient in fine arrivés dans les caisses de la campagne Sarkozy. Cela dit, et là c'est toute la nuance, en droit, la préparation suffit à caractériser le délit d'association de malfaiteurs. Donc même si le but visé ne s'est finalement pas concrétisé. Donc pour le tribunal, ce qui compte, c'est qu'il y ait bien eu pacte de corruption. Ce financement illicite a bien été au cœur de 2 réunions occultes à Tripoli, des proches de Nicolas Sarkozy, donc Claude Guéant, c'était fin 2006 et Brice Hortefeux fin 2005 et Brice Hortefeux début 2006, avec un haut dignitaire libyen, Abdallah Senoussi. Et le pacte, sur quoi porte-t-il? Des financements d'un côté et en contrepartie un engagement du futur possible président à absoudre ce même Abdallah Senoussi, condamné à la perpétuité pour l'attentat du vol des C-10 du TA qui avait coûté la vie à 170 personnes, dont 54 Français en 1989. Donc ce qui compte pour la justice, quelque part, c'est l'intention, c'est que le pacte ait été ourdi. S'il avait été prouvé qu'il se soit matérialisé, alors la peine aurait été autrement plus sévère. Alors donc voilà pour la nuance. Et ce qui est certain donc, c'est que Nicolas Sarkozy sera le premier président de la Ve République qui ira en prison. Comment est-ce que ce scénario a-t-il été rendu possible? Oui, il ira bien en prison, condamné pour association de malfaiteurs, coupable d'un délit commis, je cite, contre la nation, contre l'État, contre la République. Ce sont des mots très durs selon le jugement, selon la présidente du tribunal. Je cite de nouveau, les faits reprochés sont d'une gravité exceptionnelle, de nature à altérer la confiance des citoyens. Donc il va faire de la prison, pas tout de suite, parce qu'il y a un mandat de dépôt différé. Donc ça, c'est une mesure qui date d'avril 2020 et qui permet aux condamnés de ne pas être conduits en prison dès sa sortie de l'audience. Il lui sera notifié une date d'incarcération le 13 octobre. Mais prison ferme, oui, effectivement, car exécution provisoire. Donc là encore, on va s'arrêter un instant. Ça veut dire que l'appel n'est pas suspensif. Même si Nicolas Sarkozy fait appel, et il va faire appel, il l'a annoncé, ça ne l'empêchera pas d'aller derrière les barreaux. Alors bien sûr, il a 70 ans, donc il pourrait demander une libération conditionnelle au juge d'application des peines après son incarcération. Mais, détail important, il ne peut pas demander cette libération conditionnelle, il ne peut le demander qu'après un jugement définitif, donc après que les recours soient épuisés, après que sa procédure d'appel aille à son terme. Ça veut dire que, comme il dit, il va dormir en prison, mais pendant un petit moment. Il y a un avocat cité par Le Figaro qui estime qu'on peut penser que l'ancien président fera 2 à 3 ans de prison ferme. Merci beaucoup Ludovic de Foucault, et on va recueillir l'analyse de Maître William Julier. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous êtes avocat en droit pénal, spécialiste d'affaires frauduleuses. Je vous ai entendu racler la gorge lorsque Ludovic a évoqué la durée d'incarcération de Nicolas Sarkozy. Vous vous doutez de cette durée d'incarcération? Alors, je ne suis pas d'accord avec ce qui a été dit à la fin, je suis d'accord avec ce qui a été dit au début et au milieu, mais pas à la fin. Nicolas Sarkozy aura la possibilité, vous l'avez rappelé, il n'est pas condamné définitivement, et vous avez raison de préciser que de ce fait-là, eh bien, il ne peut pas demander ce qu'on appelle un aménagement de peine, c'est-à-dire une libération conditionnelle, mais il y a d'autres types d'aménagement de peine. Tant que sa condamnation n'est pas définitive, il est considéré comme étant en détention encore dite provisoire. D'autre part, il est encore considéré comme présumé innocent. Vous n'êtes condamné définitivement qu'à partir du moment où vous ne pouvez plus
ou avait décidé de ne pas exercer de voie de recours. Nicolas Sarkozy a annoncé qu'il allait faire appel, et potentiellement, s'il est condamné en appel, je présume qu'il fera un pourvoi en cassation. Et ce sera uniquement le moment où la Cour de cassation viendra à confirmer la décision d'appel, et bien que sa condamnation deviendrait définitive. Donc il pourrait à ce moment-là demander un aménagement de peine. Et là, je rejoins ce qu'a dit votre confrère du Figaro. Là, on est sûrement parti pour quelque chose qui serait dans 2 ou 3 ans. Mais par contre, s'offrira à Nicolas Sarkozy la possibilité qui s'offre à toute personne qui n'est pas encore condamnée définitivement, eh bien, de solliciter une remise en liberté provisoire. Encore, ça va avec le fait qu'il n'est pas condamné définitivement. Et dès qu'il sera incarcéré, s'il l'est, eh bien, il pourra, par le biais de ses avocats, déposer ce qu'on appelle une demande de mise en liberté, de la même façon que quelqu'un pourrait le faire pendant une instruction, c'est-à-dire avant le procès de première instance. Mais comme il est encore non condamné définitif, il pourra déposer une demande de mise en liberté qui sera examinée par la cour d'appel, en l'occurrence, celle qui le jugera ou une autre formation. Et cette demande de mise en liberté-là pourrait être retenue et pourrait intervenir dans les semaines qui suivent son incarcération. Il pourrait être de nouveau remis en liberté avec un contrôle judiciaire, éventuellement en garantissant eh bien, qu'il se présentera à son procès d'appel. Alors là, maintenant, ça c'est pour la procédure. La procédure. Moi, je voudrais avoir l'avis de l'homme de loi que vous êtes. On parle d'un jugement d'une extrême gravité dans le camp de Nicolas Sarkozy. On l'a dit, c'est le premier président de la Ve République qui va se retrouver derrière les barreaux. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que c'est une décision historique qui a été prononcée aujourd'hui ? Alors, je ne sais pas si c'est à l'homme de loi de dire ce qui est historique, c'est peut-être plutôt à l'historien, mais oui, c'est une décision historique parce que, de fait, comme vous l'avez rappelé, eh bien, c'est la première fois qu'un président de la République irait en prison, étant précisé que ce sont pour des faits qui auraient été commis s'ils sont confirmés un jour définitivement par une décision de justice, eh bien, alors qu'il n'était pas encore président. Mais ça ne change pas le fait qu'il est devenu président ensuite et que symboliquement, juridiquement, ce serait une première. Jacques Chirac a été condamné pénalement pour des faits commis alors qu'il est mort entre-temps. Donc je ne crois pas qu'il ait pu exercer des voies de recours. Je n'ai plus les dates en tête. Mais en tout cas, il y a un précédent d'un président condamné pour des faits délictuels commis alors qu'il n'était pas président, mais il n'a jamais purgé sa peine. Je ne me souviens plus quelle était la peine exactement, parce qu'il était décédé entre-temps, donc l'action publique était éteinte. Donc oui, c'est une décision historique de ce fait-là. Ensuite, sur ce qui a été indiqué par Nicolas Sarkozy, que c'est une décision d'une extrême gravité. D'incarcérer un homme ou une femme, c'est toujours une décision d'une extrême gravité. Le code pénal prévoit que la détention doit être l'exception. Donc le principe dans notre pays, dans notre état de droit, eh bien, c'est d'essayer de privilégier les autres formes de peine et de sanctions que la prison, qui ne doit être retenue qu'en dernier recours, ou en tout cas, selon le texte, lorsque aucune autre solution eh bien, n'est possible au regard des intérêts qui doivent être protégés, et que la présidente du tribunal a rappelé notamment en visant la particulière, selon elle, gravité des faits, dans la mesure de ce que ces faits avaient porté atteinte à la relation de confiance, entre les citoyens français et les institutions de notre pays. En rappelant quand même que sur les 4 chefs d'accusation qui étaient retenus contre lui, il a été relaxé de 3 d'entre eux. Il a été juste condamné pour association de malfaiteurs. Quand je dis juste, je me comprends. Hein, oui. Voilà, ce n'est qu'en termes de quantité. Comment est-ce que vous interprétez cette décision Ludovic de Foucault nous a expliqué un petit peu le paradoxe du point de vue de Nicolas Sarkozy. La juge a quand même mis plus de 3 heures pour lire son délibéré. Qu'est-ce que ça dit vraiment de ce jugement ? Écoutez, on peut être un peu technique sans l'être trop pour répondre à votre question. Premièrement, c'est pas ce qu'on raconte. On sait que le délibéré a décidé de condamner Nicolas Sarkozy, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs de certains autres qui ont été condamnés pour d'autres chefs. Mais et là, il y aura sans doute une analyse que je ne suis pas capable de faire. On n'a pas pu accéder encore à la motivation de ce jugement.
La présidente a donné des explications. J'ai malheureusement pas pu assister à ces 3 heures de délibéré, donc j'en ai compris ce que votre journaliste en a rapporté. Nicolas Sarkozy est condamné uniquement pour l'association de malfaiteurs et sans doute que sa défense verra comment elle peut utiliser les relax prononcés pour les autres chefs d'inculpation. Mais votre confrère l'expliquait, et sur cette partie-là, je suis tout à fait d'accord avec votre analyse juridique. L'association de malfaiteurs est une infraction qui est distincte des autres. Et la présidence, à ce que je comprends, a expliqué qu'elle avait retenu l'association de malfaiteurs, mais écarté les autres infractions, notamment le financement de campagne et le détournement de fonds publics étrangers, etc. Parce que si... En tout cas pour lui, en tout cas pour Nicolas Sarkozy. À ce que je comprends, s'il était établi que des fonds étaient partis de Libye, il n'était pas établi, je vais y arriver encore, que les fonds étaient parvenus dans les caisses de campagne de Nicolas Sarkozy. Donc il y avait un défaut de preuve, alors que par contre, selon elle et le tribunal, c'est une décision collégiale qui a été prise par 3 juges, eh bien, il y avait des preuves suffisantes pour considérer qu'il y avait justement cette association de malfaiteurs. Alors qu'est-ce qu'une association de malfaiteurs ? C'est une infraction déjà historiquement, il faut le rappeler, qui a été créée en relation, dans un premier temps, avec les situations de terrorisme. C'est-à-dire qu'on voulait pouvoir, et la criminalité organisée, par exemple pour les affaires les plus graves, de braquage de fourgons ou de terrorisme, où l'on voulait pouvoir frapper, si je puis dire, des délinquants alors qu'ils étaient dans une phase de préparation d'infractions qui peuvent être d'ailleurs multiples, diverses, criminalité organisée. Donc on voulait pouvoir s'attaquer à des groupes criminels. C'est d'ailleurs une association malfaiteurs, c'est un concept qui est venu d'Italie, de la lutte anti-mafia. Et donc on voulait pouvoir s'attaquer à des groupes de personnes, des groupes de criminels, qui projetaient de commettre des infractions dans un pays. On pouvait déjà faire ça. Donc là, pour être clair, ce n'est pas les faits qu'ils auraient pu commettre que l'on punit, c'est le fait de les préparer. Avec l'idée de commettre quelque chose qui est plus qu'une idée, parce que la simple intention dans notre pays n'est pas répréhensible, mais avec un commencement, avec des actes qui démontrent qu'on n'est pas simplement en train d'imaginer des choses, mais qu'on est en train d'essayer de monter une structure, un système pour... Voilà. Alors là où, pour terminer, j'arrête d'être technique, on est un tout petit peu au-delà de ce qui existait déjà avant, c'est-à-dire la tentative. En droit, vous avez la tentative, mais là, il faut démontrer ce qu'on appelle un commencement d'exécution, et il faut démontrer le fait que la personne n'a pas décidé d'elle-même d'arrêter son projet. Donc on est plus près du moment où l'infraction est commise. L'association de malfaiteurs permet de remonter un petit peu plus loin dans le temps, avec quelque chose d'un peu plus nébuleux, mais qui doit quand même être caractérisé par des faits précis, ce que le tribunal a retenu. Alors, il y a des réactions qui n'ont pas manqué de venir du monde politique après cette décision. Celle de Marine Le Pen est assez notable. La patronne des députés Rassemblement National dénonce la généralisation de l'exécution provisoire. Elle en parle comme d'un grand danger. Pour qui, pourquoi, elle ne le précise pas. Ça pose la question de savoir si la justice n'est pas de plus en plus sévère envers les hommes politiques. Est-ce que c'est le cas ? Alors, vous n'avez pas employé le terme instrumentalisé, déjà c'est bien, vous êtes neutre. Marine Le Pen, évidemment, a son agenda judiciaire à elle. On comprend je ne l'ai pas rappelé. Non, mais ce sont des faits, on ne fait pas de politique en disant ça. Elle est dans une situation où elle a elle-même été frappée d'une décision autour de laquelle le débat était notamment celui de l'exécution provisoire, que ça n'avait jamais été le cas, que est-ce que ça, c'était pas justement l'intrusion du judiciaire dans le politique, etc. Donc, il y a une vraie discussion. La Constitution fait la distinction entre l'autorité judiciaire et les pouvoirs. Ce n'est pas le même mot dans la Constitution, c'est important les mots. Et l'autorité judiciaire est indépendante. Et ce qui est amusant, c'est que son indépendance dans la Constitution est garantie par le président de la République. Oui. Donc c'est quand même intéressant. Ensuite, il y a les pouvoirs qui, dans notre pays, doivent être séparés, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Qu'il y ait une autorité judiciaire et qu'elle soit indépendante, ce en quoi je crois que les juges du siège de notre pays, et pour faire beaucoup, vous avez dit que je faisais du droit pénal financier, mais je fais aussi beaucoup de problématiques internationales, de pénal international. Donc je connais le système judiciaire d'un certain nombre de pays du monde, et je ne dirais pas que les juridictions de fond sont indépendantes dans tant de pays que ça du monde. Il y a beaucoup de pays où ils ne le sont pas, et je peux vous dire que ça fait une vraie différence avec mon pays. Pour vous répondre quand même...
c'est pas parce qu'une autorité est indépendante, et je crois qu'elle l'est, je crois que ces juges sont indépendants, c'est pas pour ça qu'ils n'ont pas une orientation, qu'ils n'ont pas une position à défendre qui est celle de la magistrature, du corps de la magistrature, et qui vient, je crois, parfois s'entrechoquer avec les agendas politiques. D'accord. On reviendra avec vous sur... C'est un long débat. Un grand débat. Et vous serez membre du débat Au cœur de l'info à partir de 19h. On va passer au reste de l'actualité en attendant.